On va donc passer au deuxième panel. Je vais appeler sur scène Stanislas de Parseveau, qui est le directeur marketing d'Orangina Schweppes. Christopher est dans la salle, le directeur communication de Michel et Augustin. D'accord. Si? Ah si. Yann Gourvenec, directeur internet de Orange Group, et Anthony Chélan, le responsable nouveaux médias chez Canon France. Messieurs, installez-vous, on va démarrer. Je n'ai pas venu les mains libres, non? C'est la carte d'identité. La carte d'identité. Vous pouvez déjà remarquer que Christopher n'a pas son nom, puisque chez Michel et Augustin, ils ont préféré communiquer uniquement par prénom. J'ai pas de nom de famille. Et on va manger sur le... C'est parfait. C'est l'heure du goûter. Ok, c'est... Vous êtes tous venus avec quelque chose, quoi. Commence. Oui, présente-toi s'il te plaît. Après, on va faire le tour de table rapidement sur quel est ton périmètre d'action dans ton entreprise. Bonjour à tous, Christopher, chez Michel et Augustin. Moi, je suis en charge donc, de la communication. Et la communication chez Michel Augustin, c'est relativement peu de 30 secondes sur TF1 après les experts et un peu plus de packaging, de réseaux sociaux et d'événementiels aussi décalés que possible. Voilà. Et petit sondage pour me rassurer ou pas, qui connaissait Michel Augustin avant de venir? Wow. Ah, ça va. Non, mais du coup, j'ai pas le droit à l'erreur, donc c'est pire. On va démarrer par le deuxième qui nous a amené une petite surprise. Par le président. Bonjour à tous, Stan de Parseveau, moi je suis directeur marketing d'Orangina Schweppes. Donc on gère les marques Orangina, Schweppes, Pulco et Oasis, dont Ramon Tafrez m'a accompagné aujourd'hui. Il y a beaucoup de Ramon aujourd'hui. Oui, bonjour, Yann Gourvenec, Orange. Alors officiellement depuis ce matin, enfin j'ai pas encore signé le contrat, mais j'ai auparavant chez Orange Business et donc j'ai plutôt une expérience en B2B jusqu'ici et là je passe dans le monde du B2C et voilà, je dirige le web et les médias sociaux. Bonjour, Anthony Chélan, Canon France. Je m'occupe de la stratégie de communication sur Internet de Canon France et je suis dans un groupe de travail aussi pour Canon Europe pour définir la stratégie de communication de Canon Europe sur les réseaux sociaux. J'ai pas amené de biscuits, j'ai pas amené de fraises, mais j'ai vu que Loïc avait un super Canon 5D Mark II. Donc on va dire que ça compte aussi. Tu aurais pu amener un Canon pour tout le monde, non, oui. C'est pas pareil. Une question assez simple. J'ai un 5D Mark II, si tu veux me le changer. Oui. C'est le top, c'est le top. Une question assez simple pour démarrer. Est-ce que tour à tour, chacun d'entre vous peut nous expliquer comment sont gérés les médias sociaux dans votre entreprise pour poser le périmètre? On sait pas, tu es le dernier à avoir parlé, donc tu vas être le premier. Quand tu parles de la gestion, tu as un Twitter, tu as un Facebook, tu as peut-être quelque chose sur YouTube. Comment c'est organisé? Tu es seul, tu as une équipe en interne, externe, agence? D'accord. Avant de répondre, je pense qu'il faut que je précise. Quand Canon est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est dans un but particulier. C'est dans un but de branding, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait déjà des communautés qui existaient sur Internet, qui parlaient beaucoup et qui étaient en demande de discussion avec nous. On avait aussi qui générait beaucoup de contenu. Donc le premier choix, ça a été d'engager directement une discussion avec des blogueurs, des reporters, des photographes influents. Donc on a créé un compte Twitter, on a ensuite créé une page Facebook. On a aussi des comptes Vimeo et YouTube pour pouvoir justement engager des conversations plus facilement avec les créateurs de contenu et aussi en proposer en notre nom propre. Et on a aussi un compte Flickr qu'on gère en interne. Nous, on fait, historiquement, on fait beaucoup au contraire de télé, d'affichage, je dirais, et des médias relativement classiques. Et finalement, on s'est mis relativement tardivement, je dirais, à cette dimension qui est essentielle sur le digital, puisque finalement, on a vraiment commencé à activer les choses en 2009. Donc aujourd'hui, évidemment, le digital est au cœur, je dirais, du dispositif, et donc c'est pas juste un média parmi tant d'autres, et notamment sur l'exemple d'Oasis, et c'est pour ça qu'on en a parlé avec Cédric. Donc c'est vraiment au cœur de nos stratégies de marque, et c'est essentiel parce que c'est finalement relativement jeune, je dirais, dans les stratégies des marques de grande distribution. Et puis évidemment, on s'étoffe, donc on parlait d'équipes, mais petit à petit on intègre des équipes qui sont dédiées à ce genre de métier, parce qu'il y a une connaissance
je dirais, de la marque qui est essentielle, en tout cas pour nous, et puis une connaissance technique qui est essentielle également. Donc on staffe petit à petit ces équipes-là, et puis ça n'empêche pas évidemment d'avoir des conseillers extérieurs je dirais, à l'entreprise, mais je pense qu'il y a une dualité qui est importante entre à la fois gérer des équipes internes et s'appuyer sur des agences. Alors, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué, l'histoire est un peu longue. Tant que j'étais Orange Business Service, on était une sorte de petite PME à l'intérieur d'Orange, donc de juste 20 000 personnes et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est relativement simple. On était essentiellement B2B, avec un compte Twitter assez fort, une présence Facebook, et surtout beaucoup de blogs d'experts, parce que l'objectif, c'était effectivement de s'imposer, notamment sur les domaines qui étaient périphériques, périphériques de notre métier historique, pour s'insérer justement sur les métiers de l'informatique, donc des blogs sur la sécurité informatique, etc., qui sont rentrés à certains moments dans les mêmes top 50 des blogs high-tech. Et puis quand on passe côté groupe, eh bien là on prend la mesure de ce qui est en train de se passer dans les médias sociaux, c'est qu'on est en train de passer une vitesse supérieure, on est en train d'arriver dans la structuration du métier. Je vais prendre comme témoin mon ami Eric Barillon, qui est responsable de la marque employeur chez Orange et qui a annoncé, c'est paru dans Twitter, c'est comme ça que je l'ai su, il a fait le compte lui-même, il y a 200 personnes qui travaillent sur les médias sociaux chez Orange, dans l'ensemble de l'entreprise, déjà aujourd'hui. Donc on est véritablement dans une problématique, on connaît déjà bien avec Lionel Fumado ici, qui fait déjà ça depuis très longtemps, qui est une problématique de coordination et de montée en charge. Voilà. Et donc, bien entendu, on travaille aussi avec des agences, ça va de soi, mais il y a par avance et comme préalable une implication personnelle très importante. Voilà. Histoire un peu particulière de Michel Augustin. Ouais, on n'est pas 200. Nous, en fait, l'histoire de Facebook, pour nous, est assez rigolote, puisque sur Facebook, on fait 100% en interne, avec une équipe hyper étoffée de 2 personnes, à savoir moi et Augustin. Et à l'image de Stan, nous, en fait, on 100% interne, oui, sauf qu'on ne l'a même pas créé la page, en fait. C'est Anne-Cécile, qui est une lycéenne de l'Ouest parisien, qui a rassemblé 800 potes et qui a créé la page, et qui nous avait un mail en disant « Vous êtes sympa, mais maintenant, c'est à vous de prendre le relais ». Et c'est comme ça qu'on a découvert les médias sociaux. Donc depuis 2 ans, on essaie de prendre le relais d'Anne-Cécile. Donc évidemment, on est passé de 800 à 26 000 aujourd'hui, donc on a fait un peu plus de boulot qu'elle, on avait plus de temps. Mais c'est en 100% interne et c'est assez important pour nous, puisque l'idée de Michel Augustin, c'est de faire des produits gourmands et sains, évidemment, mais c'est aussi de partager l'aventure. Donc partager l'aventure, ça tombe bien, parce que Facebook, c'est quand même assez pratique pour ça. Alors, sachant qu'on n'avait pas attendu Facebook pour le faire, on le fait déjà sur les packaging. Mais voilà, donc Facebook a ce rôle central et c'est pour ça que c'est important que ce soit 100% interne. Tu dis que vous avez découvert les médias sociaux quand cette page Facebook a été créée, mais bien avant, vous étiez, le blog a toujours eu une place centrale dans votre stratégie de communication. Tout à fait. Effectivement, là encore, on a été tardivement, on n'est pas très bon en détection de nouvelles technologies. On essaie de les utiliser de façon assez intuitive et quasiment personnelle par la suite. Le blog a été ouvert de mémoire janvier 2006. Et effectivement, l'idée, c'était de dire un packaging, il y en a 400-500 000 qui se baladent en ce moment dans les rayons de toute la France. Et d'ailleurs, c'est parfait pour raconter l'aventure parce que quasiment chaque paquet est individuel avec un texte qui lui est propre. Mais ça veut dire que j'ai 6 mois à attendre avant le prochain packaging. Donc s'il se passe un truc incroyable demain, personne ne va le savoir pendant 6 mois. Et l'avantage du blog est qu'on pouvait casser ce rythme-là et pouvoir raconter quasiment au quotidien, en temps réel, l'histoire de l'aventure et partager aussi bien une question sur les recettes, une idée sur un nouveau packaging ou une annonce pour chercher un nouveau chef de produit. D'accord. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 3 ans maintenant sur Oasis. Puisqu'en fait ça a été des aficionados, alors des fans, je sais qu'on hésitait sur le terme à utiliser sur Facebook, donc moi je vais parler clairement de fans ou d'aficionados. C'est des aficionados qui ont créé plusieurs pages en fait Facebook sur la marque Oasis et qui s'amusaient à jouer en fait avec les petits personnages qui ont été créés en 2005. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, où là on a commencé à se dire voilà, il faut vraiment qu'on prenne le pas là-dessus. On a rassemblé en fait ces pages qui avaient été créées de manière très distincte par les fans. Et du coup, rien qu'en rassemblant ces différentes pages créées par les fans, on avait déjà une base de 600 000 fans. 600 000 fans en 2009 et aujourd'hui, à hier, on était à 1 630 000 fans sur une seule page du coup d'Oasis. Mais l'idée, c'est qu'au départ, c'est une idée, c'est que ça dépasse comme ça.
C'est qu'il y a vraiment une création et un engouement personnel des fans. C'est pas une histoire, je dirais, d'achat, de recrutement de fans. Et les administrateurs des pages que vous aviez contactés à ce moment-là pour regrouper tous ensemble? On est passé par Facebook. Par Facebook. Puisqu'il y a un droit techniquement, enfin légalement, je m'adresse à toi parce que je pense que ça va être le cas chez vous bientôt, c'est que légalement, tu ne peux pas, en tant que fan, déclarer la page officielle avec un nom officiel de marque. Et du coup, il faut s'adresser à Facebook pour rapatrier, puisqu'on est propriétaire chacun de nos marques, et rapatrier ces fans pour rassembler tout ça sous une même bannière, je dirais. Et les personnes qui avaient créé ces pages-là Mais au contraire, après, et là c'est tout l'engouement et je dirais la démarche d'expérience de marque qu'on doit avoir avec nos fans ou nos aficionados, ils ne sont pas dupes. Si c'est dans une démarche, je dirais, purement mercantile, c'est zéro pointé et vous ne direz pas plus de 100 000 fans dans votre page. Par contre, si vous avez une démarche d'interactivité, mais dans le bon sens du terme, de créer une vraie relation, d'avoir une influence sur l'histoire des marques, là, vous commencez à vraiment les intéresser et à amuser, entre guillemets, ces aficionados ou ces fans. Donc il y a une vraie différence entre ceux qui vont réussir à passer la barre des 100 et puis ceux qui vont réussir à proposer quelque chose de pertinent. Parce qu'un fan, clairement, il est pas du tout dupe sur ce que vous lui proposez. Donc j'espère la même chose pour Michel Augustin dans pas longtemps. Au niveau de chez Canon, je suis un débutant dans la photo. Ce que je sais, c'est que quand j'ai pris Canon, tous mes amis qui avaient Nikon m'ont dit j'étais un paria, pour faire simple. Donc j'ai l'impression que c'est un domaine où il y a vraiment des fans d'une marque ou d'une autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez sur la page Facebook ou sur d'autres communautés? Le fait que votre communauté, on peut parler, je pense, dans le cas de Canon, d'une communauté. Est-ce qu'elle est hyper active, hyper accrochée? Comment est votre relation avec ces personnes-là? Dans l'univers de la photo, c'est vrai qu'on a la chance d'être une marque avec laquelle les gens ont une vraie relation passionnelle, où il y a une très forte appartenance à la marque. Et il y avait déjà plein de forums en fait, qui existaient, d'utilisateurs, mais qui étaient extrêmement pointus. Et d'ailleurs, un des premiers réflexes aussi, c'était d'entrer en contact avec ces forums-là, et qui étaient ultra demandeurs de relations avec la marque. Il y a un forum qui s'appelle eosnumerique.com, qui a 42 000 membres actifs, qui a plus de 1 million de posts, et qui existe depuis 5 ans, et qui n'avait jamais eu de relation avec Canon. Donc quand on les a contactés, ils étaient hyper contents. On a aussi créé une page Facebook en même temps, et je vous expliquer pourquoi je parle des deux. Et on a pensé que, en mettant à disposition les experts techniques de Canon auprès des gens des forums, on leur apportait une vraie valeur ajoutée. On avait créé un rendez-vous toutes les semaines. Les experts de Canon viennent répondre à vos questions sur la technique photographique. Et très vite, on s'est rendu compte que ses propres fans étaient plus pointus que nos propres experts. Donc au bout d'un moment, ça n'avait pas de vraie valeur ajoutée, tandis que sur Facebook, il y avait des gens beaucoup plus grand public qui hésitaient à aller sur les forums, justement parce que l'aspect graphique était rébarbatif, parce que les newbies se font souvent tacler quand ils arrivent sur un forum. Et donc, ils étaient beaucoup plus demandeurs d'infos grand public. Et donc, notre pari, ça a été de dire, bon, on crée un lien avec les forums. Si vous avez besoin de nous, on est là. Maintenant, on se connaît. Mais par contre, on va donner de l'info beaucoup plus grand public sur la page Facebook et fédérer une marque beaucoup plus large sur un public très large, généralement plus jeune, plus féminin et beaucoup plus demandeur de conseils basiques. Ça se passe hyper bien. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une étude publiée par Social Bakers, quelqu'un mentionné Social Bakers tout à l'heure, et on a été classé numéro 1 sur les fanpages de marques où les fans sont le plus actifs. Félicitations. Merci. Justement, sur ce taux d'engagement-là, chez Oasis, vous l'avez fait vivre cette page, donc elle avait oui, clairement. On va dire, il y avait un point de départ, puis ensuite vous avez certainement fait des opérations. En fait, tout est parti à la base sur un concept où on a délibérément choisi de mettre Facebook au centre de l'activation de la marque à 360 degrés. C'est-à-dire que, et c'est quasiment schématiquement, on a posé Facebook au milieu et on s'est dit, eh ben, on va aller faire de la télé, mais l'idée c'est bien de renvoyer sur Facebook. On va aller faire de l'activation dans la rue et l'idée c'est bien de renvoyer sur Facebook. On va aller dans les magasins et c'est complètement un univers différent, mais il n'empêche qu'on veut aller les renvoyer sur Facebook. Et du coup, c'est un concept qu'on a laissé, je dirais, perdurer pendant quelques mois, parce qu'il y avait tout un process
je dirais, de vote pour aller élire le meilleur petit fruit ou le meilleur ambassadeur de la marque Oasis. Donc c'est Ramon Tafrez qui a gagné, ceux qui n'ont pas encore compris. C'est vraiment une démarche, je dirais, sur quelques mois qui a permis d'aboutir à ce... Mais donc vous voulez ramener Ok, c'est la première étape, vous voulez ramener les gens sur Facebook. Après, mais est-ce que derrière, vous voulez Après, vous postez régulièrement, que ce soit sur Twitter, et on l'avait évoqué tout à l'heure, que ce soit Twitter ou Facebook, il y a une volonté d'animer et surtout de proposer des choses sympathiques et ludiques par rapport à la marque. Pas plus, pas moins. Alors, je vais poser la question que beaucoup ont posée par Twitter tout à l'heure, sur le panel précédent, et vous allez tous y répondre. C'est l'objectif d'avoir 1 600 000 personnes sur cette page fan. Il est quoi au final? C'est quoi l'objectif? Il est que vous avez une interactivité et surtout un échange avec la marque qui est beaucoup plus riche que juste de la télé ou juste de l'affichage. Vous faites de la notoriété, de l'impact sur l'affichage ou la télé et vous restez très éloigné, je dirais, de l'univers de votre marque. C'est beaucoup plus intéressant que ce soit pour un fan, un aficionados, de faire vivre quelque chose. Je crois que la question, c'est quelle est la différence entre une page à 40 000 qui est très dynamique et une page à 1 million qui roupille? Exactement. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête. Je peux vous assurer que ça roupille sacrément pas. Elle est peut-être pas plus dynamique. Après, il y a un jeu de likes et de commentaires qui est très important. Et après, vous mesurez votre temps d'engagement. Et c'est ça qui, par exemple, typiquement, nous, on poste à peu près 4 fois par semaine. Et vous voyez l'immédiateté en fait, de réponse et d'interaction. On a également, alors il y a un truc qui a été installé par Lionel et les équipes sur l'ensemble des pages du groupe. C'est-à-dire on a mis en fait un onglet c'est un truc assez génial, qui regroupe l'ensemble des pages de tout Orange, de toute la galaxie. Donc là, on va passer le million cumulé. Bon. Pourquoi pas. Mais sur la page Orange, principalement, on vient de passer les 45 000 ou 50 000. Bon, c'est juste un début. On a fait un test un soir, on a mis « Hello ». Hello, c'est un peu la tagline d'Orange. Et on a eu, en 65 secondes, 65 commentaires. Voilà, c'est pas mal non plus. Mais donc, l'objectif, il n'est pas d'arriver à faire des commentaires à 1 million sur le web. Non, l'objectif, il n'est pas là. C'est juste pour voir la réactivité aussi. D'accord ? Donc, effectivement, c'est sur quelque chose d'aussi insignifiant, mais sympathique, on peut arriver à avoir autant de réponses. Donc, on peut passer à l'étape suivante. C'est là que ça devient intéressant. Nous, on a un véritable objectif qui est de devenir le coach numérique de nos clients. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. D'accord ? Donc, maintenant, on a l'outil. Alors après, on va le faire avec 992 000 fans ou 500 000 fans ou 50 000 fans. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à le faire ensemble et qu'on arrive à construire des choses ensemble. Et ça va se passer sur Facebook, oui, et ailleurs. Et ça va aussi se passer sur le site web, parce que le site corporate, il doit aussi évoluer pour être un petit peu moins corporate et un peu plus interactif aussi. Même question, messieurs, vos objectifs sur cette présence médias sociaux? Alors nous, clairement, l'objectif, il n'est pas vraiment chiffré. Alors il est vrai que c'est quand même plus excitant de parler à 26 000 personnes qu'à 800. Mais on a plutôt un objectif, nous, qui est encore une fois de raconter l'aventure, donc de créer de la proximité. Et Facebook, ce qui est sympa, on s'en parlait tout à l'heure à travers les divers exemples, c'est de générer de l'interactivité. Nous, on essayait sur le packaging de le faire. Alors on fait des petites devinettes, il faut trouver la bonne réponse et nous appeler immédiatement sur le numéro de Elsa. Mais tout le monde n'ose pas. Alors que Facebook, alors effectivement, on ose plus facilement le faire. Et donc, même pour nous, c'est plus agréable. Et pour les gens qui suivent la marque, c'est plus sympa de voir qu'effectivement, l'histoire se raconte au quotidien. Et il y a une vraie interactivité qui se crée. Donc l'objectif, nous, il est clairement quali. C'est de se dire, il y a de plus en plus de personnes qui se disent aujourd'hui, tiens, quand est-ce que je vais avoir le prochain message de Michel Augustin? J'ai entendu parler que la mousse sortait vendredi. Quand est-ce qu'ils vont nous dévoiler le lieu et l'horaire? Voilà. Nous, c'est ça qu'on a envie c'est ça qu'on cherche. Ça se rapproche un peu à ce qu'on veut faire chez Canon. L'idée, c'est de faire du branding pur et vraiment d'augmenter l'expérience avec la marque. C'est-à-dire que, auparavant, avant notre présence sur les réseaux sociaux, vous achetiez un appareil photo numérique, un réflexe, si vous êtes passionné de photo, et après, vous êtes chez vous. Alors peut-être que vous allez acheter un bouquin pour apprendre à utiliser votre appareil, peut-être que vous allez fouiller sur des forums, sur des blogs. Et là, l'idée, c'est vraiment que notre présence sur les médias sociaux favorise une préférence de marque. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un réflexe, vous nous rejoignez sur Canon, vous nous rejoignez sur Twitter, et tous les jours, vous allez avoir des conseils, tous les jours, vous allez avoir des photos qui vont vous inspirer, des contenus à la fois générés par les utilisateurs, mais aussi créés par nous, que ce soit des tutoriels ou que ce soit
Par exemple, je prends un exemple, Loïc, il y a une dizaine de jours, Loïc a tweeté une vidéo qui a été faite avec un 5D Mark II encore, qui était une aurore boréale, qui était magnifique, qui a eu 2 millions de vues sur Vimeo en quelques jours. On l'a mis sur notre page Twitter, on l'a mis sur notre page Facebook, et ça cartonne. Et l'idée, c'est vraiment de créer une expérience globale de la marque, pas juste vendre un appareil photo, mais aussi vendre cette valeur ajoutée-là, ce conseil-là, et favoriser la préférence de l'utilisateur. Je crois que sais c'est de pas trouver. vrai. Si. J'arrive plus à taper sur un clavier français. Le temps qu'on trouve cette Non, mais vidéo, parlez, hein, faites pas attention. Oui, non, mais c'est juste que tu déconcentres tout le monde de toute Ah façon avec le canal derrière. Ce que je trouve intéressant dans la stratégie Michel Augustin, c'est que pour vous, en fait, l'aspect social, c'est pas que le web. C'est que vous êtes une entreprise sociale de base. Je suis fan de Michel Augustin, c'est une disclosure, hein, il faut que je le dise. Continue, c'est vrai. Vous êtes dans le voilà, vous invitez les gens à partager sur une page Facebook, mais vous invitez aussi les gens à partager les premiers jeudis du mois. C'est une magnifique transition, Cédric. Demain, je vous invite tous, si vous êtes dans le coin, 19h, Boulogne-Billancourt, 151 rue de Billancourt. C'est les portes ouvertes de la bananerie, de 19h à 20h30, et on vous fait découvrir les mousses au chocolat, une véritable tuerie. Voilà. Vous êtes 300, on a prévu 400 pots, donc soyez les premiers, vous repartirez avec. C'est une super mousse au chocolat, 32% de chocolat. Voilà. Donc effectivement, l'interactivité, nous, on ne l'a pas attendue. Au tout début, on faisait des portes ouvertes chez Augustin quand on travaillait. À l'époque, moi je travaillais dans le salon de son appartement dans le 18e. Et les portes ouvertes, c'était sympa, mais en fait c'était tout le temps et on ne bossait plus. Donc maintenant, c'est que le premier jeudi du mois. Mais déjà depuis 5 ans maintenant, donc voilà, l'interactivité n'est pas née avec Facebook, mais on trouvait que c'était un super accélérateur. Est-ce que les autres, vous pensez que ce rapport humain qui est encore possible sur une entreprise à taille. L'aurore boréale, attention. Voilà, et déconcentré. C'est ma petite fraise, mes petits biscuits. Ouais, voilà, non, mais il en fallait pour chacun. Ça démarre pas. Ça démarre pas. Ah voilà, on fait une petite pause, c'est incroyable. Qui l'a vu cette vidéo? Alors regardez, c'est incroyable. Moi, je m'en lasse pas. Je peux plus m'empêcher. Magnifique. Donc, ma question qui était pour les personnes à ma droite, c'est est-ce que vous pensez que ce genre de transposition en fait, d'une relation, d'une sociabilité web peut s'adapter à toutes les marques et toutes les entreprises pour passer sur le offline? Canon, vous faites peut-être des rencontres, je ne sais pas, chez Oasis, est-ce que les fans se rencontrent? Orange, peut-être Orange Business, il se passait des choses, mais... Orange Business, c'est plus simple. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de rencontres. Il y a même tout un label. On a plus de 150 sites web et blogs qui se rencontrent, qui échangent du contenu, qui créent des choses, qui font des événements. Effectivement, c'est plus difficile dans une très grande entreprise. Je ne vais pas inviter les gens à goûter la mousse au chocolat dans mon bureau, mais remarque c'est une idée, pourquoi pas. On va peut-être inviter Michel et Augustin à nous faire la mousse au chocolat. On vient avec plaisir. Voilà. Non, mais enfin... Nous, c'est au bureau. Ouais. On fait des livraisons au bureau si vous voulez, j'organise ça pour ceux qui sont. Non, on le fait de temps en temps, effectivement, c'est vrai. Donc c'est plus difficile, bien entendu, mais c'est effectivement cette dimension humaine qu'il faut réussir à retrouver. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une implication interne de l'entreprise. C'est pour ça. Et nous, en fait, tout est incarné par les personnages. Donc cette interactivité à la fois entre les fans et les personnages, il se fait via les tweets, via les posts que eux-mêmes mettent sur le site. Mais tout est centré sur le personnage et non pas sur la marque. Tu veux réagir là-dessus? Non, pas plus.
Du coup, je pensais qu'il allait réagir, donc j'ai pas prévu ma question suivante. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience, puisque il nous reste 20 minutes sur ce panel? Oui, vous en avez. On va commencer devant. S'il vous plaît. Le micro arrive, enfin, vous embêtez pas. Merci. Donc, moi, c'est Marie d'Air France. Une question pour vous quatre, mais je pense que ça concerne peut-être plus Canon et Orange. Twitter, vous en êtes sur quoi? Quelle stratégie sur Twitter? Ça m'intéresse de savoir aussi, vous, ce que vous en pensez. Mais non, on a compris, c'est bon, c'est pas grave. Twitter, la stratégie sur nous, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois renforcer l'expérience de marque, mais aussi être une espèce d'accélérateur et de caisse de résonance pour tout ce qu'on fait au niveau RP. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on relayait les communiqués de presse ou quand on live-tweetait directement nos conférences de presse, on avait beaucoup plus de retombées immédiatement. Sur les 2 dernières conférences qu'on a faites, il y a un petit bot qui s'appelle Twirus sur Twitter qui mesure les comptes les plus retweetés ou les plus mentionnés. Et sur les 2 dernières confs qu'on a faites, on était le compte le plus populaire pendant la demi-journée où ça s'est passé. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On s'amuse, et c'est aussi pour moi un test, c'est-à-dire que les contenus, je les teste d'abord sur Twitter, je regarde un peu le potentiel de viralité, et sur ceux qui sont le plus repris, on les décline ensuite sur la page Facebook. Et c'est aussi un moyen de relayer des informations de moindre importance, mais qui sont toujours marrantes, mais qui ne seraient pas assez pertinentes pour faire un communiqué de presse. Par exemple, Twitter, je pense que ça a eu un rôle ce que vous a montré Loïc tout à l'heure, c'est une vidéo qui a été réalisée avec un appareil photo. En fait, si vous êtes un petit peu technophile, vous devez savoir que depuis 2 ans et demi, il y a une révolution dans le monde de la vidéo, c'est qu'il est possible de faire des vidéos avec des appareils photo, des réflexes. Et au début, il y avait une énorme réticence de la part des consommateurs, il y avait un gros scepticisme. Et on a fait des démonstrations à des blogueurs, on en a beaucoup parlé avec des sites, et sur Twitter, on a systématiquement tweeté des vidéos qui avaient été faites justement avec des appareils photo pour faire accepter culturellement que c'était possible de faire des contenus qualitatifs avec ces appareils alors qu'on n'en avait pas l'habitude. Et je pense que ça a eu un vrai impact psychologique, puisque sur Twitter, on est sur une communauté de blogueurs, d'influenceurs, en tout cas de gens qui sont des early adopters sur des technos. Et je pense que cette révolution de la vidéo sur réflexe, ça a beaucoup joué par le passage sur Twitter. Un exemple, quand on a annoncé que le dernier épisode de la saison 5 de Dr House avait été réalisé entièrement avec un réflexe, juste sur la France, j'ai eu environ 200 retweets. Et je pense que ça a vraiment aidé, ça a été une espèce d'accélérateur, alors qu'on n'aurait pas pu faire un communiqué de presse pour dire telle vidéo a été faite en réflexe, etc., etc. C'est une espèce de caisse de résonance pour nous. Alors Twitter, bon, d'abord une stratégie d'outils, je pense que ça n'existe pas. Il existe des tactiques d'outils. On a des stratégies marketing et on utilise des outils pour s'adapter à cela. Donc forcément par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on veut faire, on peut utiliser ou moins utiliser tel ou tel outil en fonction de qui on est et de ce qu'on fait. Il se trouve qu'en B2B, surtout en France où Twitter est très 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 haut de gamme, et malheureusement pas encore très très développé, beaucoup moins que grand public qui ne serait au Royaume-Uni ou aux États-Unis, bien forcément on reste sur des populations qui sont assez spécifiques et notamment très productrices de contenu. Donc pour ce qui était d'Orange Business, ben, c'est évident, Twitter, c'est pas étonnant. D'ailleurs on est devenu mi-juin 2010, on était la 6e marque française sur Twitter. Alors que bon, on est une marque B2B, c'est pas à gagner d'avance. Bon, je pense qu'on a dû tomber, on doit être 8e, mais on n'a pas pour vocation de devenir premier, hein, ça n'a aucun sens. Mais c'est un bon outil qui remplit bien cet aspect tactique par rapport à cette stratégie d'échange de contenu, de co-création, d'échange permanent. Sur la partie grand public, Facebook a plus de sens et plus d'adhérence avec son public. Et Twitter vient en complément, encore une fois, par rapport à une stratégie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin je l'ai expliqué, la stratégie tout à l'heure. Ça a fait rigoler tout le monde quand j'ai dit qu'on avait mis Hello, etc. Mais il y a beaucoup aussi de cyberbabillage à l'intérieur de ces plateformes, surtout Facebook. Donc d'ailleurs, là, c'en est la preuve. On met Hello, tout le monde répond, alors c'est amusant, Marhaba, etc. On les a dans toutes les langues. Mais ce cyberbabillage, on peut aussi le transcender. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça aussi que d'être capable de lier la partie web et la partie médias sociaux est intéressante. Quand je me compare
à mes homologues du Social Media Business Council aux États-Unis. Ils ont tous essentiellement un problème, c'est qu'ils sont loin des gens qui s'occupent du web, hein, et ils sont un petit peu à part. Nous, on a cette chance justement d'avoir les deux ensemble, et c'est ça qui est très fort, parce que avec ce contenu qu'on peut co-construire, après, on peut s'utiliser ces outils, et les outils, ils sont interchangeables et ils évoluent, hein. Il y a 5 ans, tout le monde parlait de MySpace. Qui avait levé la main pour une question Charles, je crois, tout à l'heure, et ensuite 3 dames. Il y en a 3, alors tu vas laisser passer les 3. Si, non? Allez-y. Allô? Oui, bonjour, Marilyn de chez Disney. Depuis à peu près 10 jours, je vois beaucoup de pubs Oasis sur ma page Facebook. Je voulais savoir, pour passer de 1 400 000 à 1 600 000 femmes en 15 jours, c'est concrètement quel investissement média ou marketing derrière? Je vais vous donner le montant exact. Non. En fait, on a commencé par du rich J'ai block. cru, moi, j'ai cru à l'ouverture. Là. Non, mais par contre, non, si, mais je vais répondre après, si vous voulez. On a commencé avec du rich block. L'idée, c'est évidemment de faire activer. Et ensuite, on a pris que des formats d'engagement qui permettent justement de créer cette dynamique. Parce qu'on parle de dynamisme, on parle de taux de réactivité et justement d'engagement par rapport aux pages. C'est effectivement grâce à ce genre d'outils, de formats, que l'on peut activer les choses. Et après, c'est important par rapport au contenu que vous leur proposez. Parce qu'évidemment, sans un contenu pertinent ou qui amuse ou qu'on trouve divertissant, on reste, je dirais, au même stade. Donc voilà pourquoi, effectivement. Et en termes d'investissement, clairement, mais je crois que le 10% des investissements marketing qui a été évoqué tout à l'heure, moi je cautionne complètement, puisqu'on est sur la partie digitale, en tout cas sur Oasis, on est autour de 10% de l'investissement des marques. Par contre, ce que je voulais juste ajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a une évolution, évidemment. Et si demain je vous dis on met 50%, mais je serais ravi. Ça veut dire qu'il y aura un engouement et il y aura une activation qui est beaucoup plus importante. Donc pour l'instant, c'est effectivement moins de 10%. Mais si on revient dans un an et qu'on dit 20%. Et l'investissement digital au total, vous pouvez le partager Non, je ne vais pas vous donner des investissements de marque, mais le but du jeu, c'est 10% d'un investissement d'une marque. Après, qu'on soit gros, petit ou moyen, c'est là où les proportions changent. Est-ce qu'il y en a... La question a été posée pas tous en même temps. Attendez, s'il vous plaît. La question a été posée, donc je vais la poser clairement. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut dire clairement quel est le montant investi sur les médias sociaux en chiffres? Moi, j'ai déjà communiqué dessus. Je dis que ça coûte moins qu'une campagne de publicité à la télé. Après, il faut se renseigner, il faut aller chercher une campagne télé. Vous prenez une campagne télé, ça coûte moins cher. Attention, parce qu'on peut mélanger beaucoup de choses, médias sociaux. Mais pourquoi vous ne le dites pas en fait? Vous avez le droit de ne pas le dire. Non, parce que j'ai des concurrents qui ne font que regarder forcément, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils sont dans la salle, mais qui ne font que regarder ce genre de choses. Les investissements d'une campagne de publicitaire de télé, oui. Donc déjà, je donne des éléments. Je vais te donner la parole. Donc, Yann, pour ce qui me concerne, alors on va laisser intervenir les autres sur cette question, puisqu'elle je vais pas intervenir sur l'aspect campagne. D'accord. À la télé? Je vous promets que c'est pas ça. Donc ce n'est pas 1 million. Non, mais c'est des chiffres qui ne m'étonnent pas. Il y a énormément d'argent qui est dépensé. On achète beaucoup de fans, on achète beaucoup d'amis. Je n'ai pas dit qu'on achète de l'amour, c'est un nom. C'est le plus vieux métier du monde. Mais ça ne marche pas, en fait. Donc, en fait, il faut apprendre à aimer les gens tout seul. Bien. Alors, nous, on est à Boulogne, donc on est plutôt bien placé pour le plus vieux métier du monde. Mais on a vraiment des super tarifs parce que je crois que je suis à 14,76 € d'achat de fans, véridique. C'est ma 5e facture de moins de 3 € parce qu'en fait, on ne sait pas faire. Voilà. On ne sait pas faire et c'est pas notre ambition. On l'a fait en test pour rigoler. Et je peux, si vous m'envoyez un email, je vous donne le montant exact, mais je pense que c'est moins de 15 € pour l'instant. D'accord. Pas de... 0 € sur Twitter. C'est une bonne...
Je précise que les 12 000 abonnés du compte Twitter d'Orange Business Service n'ont même pas bénéficié d'un auto-refollow de je ne sais pas quoi, c'est interdit. Alors, vous demandez en temps humain la question. Ah, ça c'est est-ce que vous autre avez pu chose. chiffrer, Ça, c'est là d'ailleurs que l'essentiel de l'investissement passe, en plateforme, en technologie, en personnel, etc., etc. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais enfin, c'était à peu près 20% de mon budget web, à peu près ça. Et aussi un peu de retargeting et de bannières aussi, hein, il n'y a pas de honte. Mais pas d'achat de fans. Question. Alors, il y a là-haut. Oui. Donc, moi, je m'appelle Ulrich et je travaille Plus fort dans le chez, micro, par contre. Je m'appelle Ulrich et je travaille chez Orange Valley. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Parle plus fort. Donc, moi, je voulais vous poser, si j'ai bien compris la stratégie de... Enfin, je sais pas. Je vous ai écouté, en particulier Orangina et Michel et Augustin. Si j'ai bien compris, le but, c'est se tailler une place de niche sur les réseaux sociaux. Et donc là, on part dans la stratégie qui est classique, c'est-à-dire segmenter, cibler, choisir, sacrifier, et donc positionner son produit. Et je voulais savoir comment se passait tout ce process. Est-ce qu'il était semblable à ce qu'on peut voir Est-ce que, au final, est-ce que le positionnement est le même que dans la vraie vie? J'ai entendu des mots tristes quand même, sacrifice, tout ça, je trouve ça dur. Oui, c'est sacrifier, c'est choisir. Non, alors, enfin, nous, en 2 mots, on fait des produits pour les gens qui ont entre 1 et 111 ans et on fait la même chose sur Facebook. Il n'y a aucun ciblage, on parle à tout le monde, venez, vous êtes tous les bienvenus. Ça, c'est encore la vieille méthodologie marketing, je dirais le vieux réflexe. En publicité, vous avez un message, vous avez une cible et vous la matraquez. Elle n'a pas entendu, vous criez plus fort. Voilà. Bon, c'est pas comme ça dans les médias sociaux. Les gens vont s'auto-segmenter, ils vont s'auto-segmenter par l'intérêt de ce que vous faites, c'est tout. Donc arrêtez de segmenter, arrêtez de tirer sur vos cibles. Je suis désolé de... Il y a quand même un positionnement à avoir. Il faut avoir un positionnement parce qu'il faut bien positionner sa marque en termes de message, en termes d'animation, en termes de création de contenu. Oui, le positionnement, mais c'est monsieur qui dit, il est vrai, il est lui-même, c'est marqué là, 100% vrai, c'est marqué dessus sur le paquet. Dans les médias sociaux, c'est pareil. Oui, pour répondre un peu sur le ciblage, effectivement, par une marque comme Oasis, c'est une marque qui est relativement familiale, mais il est vrai que entre 15 ans et 35 ans, on a 50% des fans de la page qui se retrouvent sur le compte de Facebook, de la marque Oasis. Alors que si on regarde à la télé ou autre, vous avez un ciblage qui est beaucoup plus large. Donc oui, moi j'aurais tendance à dire que selon le contenu que vous postez ou ce que vous proposez à vos fans, effectivement, nous on se retrouve plus sur du 15 ans, 35 ans. Mais finalement c'est assez large comme scope. Merci. Il y avait d'autres questions, il y en a un peu partout d'ailleurs. Bonjour, je sais pas si... Madame au milieu, ou non, là-haut, quelqu'un a déjà un micro, vas-y. Bonjour, donc Alexandre, élève à l'ESCP. Je vous remercie pour votre présence. On a entendu beaucoup de choses intéressantes sur notamment Michel Augustin et la manière de communiquer avec beaucoup de légèreté et pour interagir avec le client. Et parce qu'il a amené quelque chose à manger aussi. Exactement. Toi, tu veux des petits carrés? Ah non, pas du tout, parce que, en fait... C'est bon, j'en ai. D'accord. Non, en fait, c'était une manière de vous remercier pour après vous critiquer un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'on est extrêmement dans le web 2.0 et ça me surprend beaucoup. Aucun de vous n'a abordé le thème des plateformes de curation. Tout à l'heure, lorsqu'il y avait le panel, quelqu'un vous a interrogé. Vous a dit plateforme de longtemps, hein, c'est la curation, ça faisait longtemps. Je sais même pas ce que c'est, moi. Moi, j'ai changé de casquette. Alors, je peux c'est plus en par parler exemple Scoopit ou Pearltrees, des sites qui connaissent une croissance très, très forte. Je sais pas si aucun de vous connaît ou... Moi, je connais pas, je revendique. Hein. Je sais pas si dans la salle, il y en a qui connaissent quand même les plateformes de curation. Alors, il y a une personne, non, bon. il y en a quand même beaucoup. Ouais. Alors, je sais pas si je vous explique en 2 secondes ce que c'est. Non, je pense qu'on va peut-être... Avant de te laisser, a priori, vu les réactions là et les réactions de l'audience, c'est que les plateformes de curation sont encore un peu trop avancées pour
pour les marques et les entreprises. Donc c'est déjà un élément de réponse. Et je vais laisser Yann répondre, mais pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur le web, un magnifique outil, et vous cherchez plateforme de curation, ce qui n'est pas forcément le débat de ce panel, même si Yann, si tu Donc, voulais intervenir. plateforme de curation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est prendre le contenu des autres et le remettre dans un autre truc. Donc, voilà. Donc, c'est... Je vais quand même me permettre de dire que c'est pas tout à fait ça. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Ça, si vous le faites comme ça et que vous dites, et ça a été fait par Jacques Froissart, ça c'est un lien. Mais si vous le mettez pas, c'est de la curation. Voilà. Merci. On va passer à autre chose. Qui a un micro puisque c'est les deux personnes qui ont les micros. Devant, Geneviève a une question, et au milieu aussi, s'il vous plaît. Bonjour, Geneviève Petit Web. En vous regardant, il me frappe, il y a quelque chose qui me frappe, c'est la question de culture d'entreprise. On voit très bien que Michel et Augustin, qui est une petite boîte et qui est née à l'heure du web, à l'heure des réseaux sociaux, est complètement à l'aise. Et que de l'autre côté, Orangina Schweppes ne donne pas ces chiffres. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'allez pas en crever de les donner, ces chiffres. Et c'est pas... Et je pense bien que c'est 1 million d'euros la campagne. Non, mais je veux dire, c'est vraiment une différence de mentalité qui est intéressante à souligner, parce que je pense que cette transparence, vous en avez tous besoin. Et que les grandes entreprises sont beaucoup moins armées que des petites boîtes comme Michel et Augustin. Pas de question donc. Si, justement, je voudrais avoir la réponse. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes handicapé comme grande boîte sur les réseaux sociaux? En fait, justement, pour répondre, une grande boîte, elle évolue doucement, et c'est la force de Michel et Augustin, c'est qu'il y a une réactivité qui est très forte. Et c'est clair. Maintenant, nous, c'est nouveau le digital. C'est ce que je disais au départ, c'est que c'est 2009. Donc il y a un vrai process, je dirais, d'apprentissage, et honnêtement, même en interne, d'aller vendre, de dire il vaut mieux investir 100 000 euros ou 200 000 euros sur le digital plutôt que d'aller faire une vague d'affichage ou de print. C'est un gros travail. Et il y a un gros travail. Et honnêtement, c'est ça qui est intéressant, je dirais, dans ce métier-là, c'est qu'il y a un message à faire passer aussi auprès d'autres collaborateurs. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas forcément transparent sur tout, parce qu'on ne peut pas. Il y a un univers concurrentiel qui existe pour tout le monde. Donc effectivement, pour l'instant, on les garde, je dirais, secrets, plus parce qu'on a envie de faire évoluer justement le digital dans nos plateformes de com, plutôt que de tout dévoiler tout de suite, et puis pour ensuite se faire ramasser. Là-haut, quelqu'un a un micro. Oui, bonjour, Ravana, Société Ravaiana. Moi, j'avais une question, vous ne voulez pas répondre évidemment sur le budget, par contre, j'avais une question du coup sur le PNL, Profit and Loss, et en fait le ratio au niveau du ROI entre une campagne, une tactique que vous mettez en place, et justement le ratio avec les ventes. Est-ce que vous arrivez à le traquer? Parce qu'on parle de tout à l'heure de plein de choses. Alors, mais très honnêtement, on n'arrive pas à le traquer, nous, sur les ventes. Mais par contre, je voulais intervenir lorsqu'on en a parlé des community managers. Par contre, on a des mesures et des études, des méthodes économétriques qui permettent maintenant de voir le retour sur investissement, le fameux ROI, autant que sur une campagne d'affichage ou sur une campagne de télé. Je suis désolé, je ne vous ai pas vu avec votre micro, donc je m'adresse à tout le monde. Mais l'idée, c'est que si on arrive à compiler cette puissance et cette audience sur le digital, sur des marques comme Oasis, et pour l'instant, je vous le dis très, très sincèrement, dans un portefeuille de marques comme Orangina Schweppes, il n'y a que la marque Oasis sur laquelle on arrive à mesurer justement ces ROI. Et là, c'est intéressant parce que ça devient intéressant justement dans cet apprentissage, je dirais, dans les grosses boîtes, c'est de montrer justement ce que peut apporter la télé, ce que peut apporter l'affichage, je dirais, et ce que peut apporter le digital. Et c'est la première année, nous, fin d'année 2010, où on avait donc ce modèle économétrique qui nous faisait ressortir le digital en termes de ROI et qui était quasiment à un niveau équivalent de l'affichage. Donc oui, on commence à avoir des outils, mais il faut arriver à avoir une certaine audience et une certaine puissance sur le digital. Chez Canon et Michel Augustin et chez Orange. Est-ce que vous voulez entendre les réponses des deux autres ou est-ce que vous voulez passer aux questions suivantes? Je suis obligé de demander, il reste 5 minutes au niveau de l'audience. Pas de réaction, donc je passe à la question suivante. Je suis désolé Ravana, mais c'est pas grave, merci. Donc je vais faire très court. On voit que ça représente du temps en termes de moyens humains. Ça représente donc pas que vous quatre, mais tous ceux qui sont passés avant vous. En termes de moyens humains, je vois qu'il y a beaucoup d'offres sur Twitter ou autres qui concernent les community managers qui sont réservés à des stagiaires.
Donc désolé de relancer le débat, mais je pense que c'est un point important. Ce fait-là, il implique, on l'a vu tout à l'heure, d'avoir une sorte de culture d'entreprise aussi, qui est souvent peu mise en avant. Il y a des marques qui sont venues là, qui ont parlé de cette culture d'entreprise, et je trouve ça difficile et pas forcément professionnel, voire dangereux même, de confier ces tâches-là à des stagiaires qui n'ont pas cette culture d'entreprise, qui n'ont pas cette expérience, etc. Je vais juste donner un élément de réponse, si je peux me permettre, pour avoir préparé cet événement. On aurait fait cet événement il y a 2 ans, il y a 3 ans, même si certains médias sociaux existaient, vous aviez des blogs, vous aviez des forums, vous auriez trouvé personne en interne dans les entreprises avec ce genre de position. Aujourd'hui, le marché a changé et donc vous avez des personnes comme ça qui sont responsables digital et médias sociaux. Vous avez des community managers, on n'aime pas le terme, mais qui sont en interne. Donc le marché évolue, c'est pas encore, toutes les marques n'ont pas encore en interne, certains ont des stagiaires, mais voilà, c'est juste pour partager ce retour d'expérience d'organisateurs. Si je peux me permettre, je crois que la question avait été posée au panel précédent. En ce qui me concerne, je pense que le community manager, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, doit être intégré à l'entreprise. Personnellement, je suis plutôt contre la délégation à des agences externes, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une culture d'entreprise, il faut qu'ils soient en contact direct et quotidien avec tous les différents services, il faut qu'il y ait une primeur sur l'information, et qu'il soit le premier défenseur, aussi le premier responsable de la marque. Par contre, je pense qu'en externe, les agences peuvent avoir un rôle pour la gestion de crise, pour une veille technologique, etc. Donc déjà, j'ai donné un chiffre, donc on est complètement transparent. Donc vous voyez, il y a des gens chez nous qui font ça. En même temps, on n'est pas au pays des bisounours, il faut rester sur Terre. Bien sûr, je serais pour qu'on embauche 15 personnes externes tout de suite pour faire du community management. Il faut être raisonnable, il faut laisser aux entreprises le temps de s'adapter, d'intégrer ces nouveaux profils. Pour la plupart, ils n'ont déjà pas mappé ces profils dans leurs compétences, ils découvrent. Donc il ne faut pas tirer sur le stagiaire. Il ne faut pas tirer sur les agences non plus d'ailleurs, parce que les agences aussi servent. Ce qui est bien par contre, c'est de l'intégrer à l'intérieur de l'entreprise. Même travailler avec une agence n'est pas gênant, à condition que la personne soit intégrée à l'entreprise et qu'on puisse capitaliser. Surtout, ce qui est très important, c'est la capitalisation. Après, les gens viennent et ils partent, et les stagiaires, c'est très bien qu'il y en ait. Il faut aussi former des jeunes. Moi, je suis pour les stagiaires. Donc, par contre, il faut capitaliser. Et il faut que la connaissance reste dans l'entreprise. Ce que j'ai fait à un moment donné, presque par égarement, c'est effectivement avoir un support de community management à l'extérieur, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Mais après, la personne aurait pu être dans nos murs, c'était très différent. Non, moi, je suis encore en stage. Une question au milieu. Oui. Une petite question globale. Bonjour, Laetitia Tequila Rapido, agence de communication digitale. Je voulais savoir, je suis là, au niveau de votre stratégie digitale, au niveau global, quelle est l'importance que vous attribuez maintenant au site corporate et au site produit? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre stratégie digitale? Est-ce que maintenant Facebook est resté vraiment, est une finalité, ou est-ce que c'est un outil qui va faire accéder à votre site corporate ou au site produit? Alors, j'ai déjà un peu répondu à cette question-là, puisque je tiens particulièrement, d'ailleurs, dans mon titre, je ne mets pas social media, je mets web et digital media, parce que pour moi, ça va ensemble. Les médias sociaux ne sont pas quelque chose qui marche tout seul, ça n'est pas vrai. Les sites web et les sites web corporate, soyons francs, ça fait 15 ans que je fais ça, ils n'ont pas tellement bougé en 15 ans, et il est temps de changer ça. Il est temps de changer ça. Et les médias sociaux sont justement une bonne manière de le changer. Maintenant, on pourrait y passer la journée. On va expliquer comment on peut utiliser un site web différemment d'un blog, par exemple, en complément aussi d'un mashup, en complément de Facebook, en complément de Twitter. Tout ça, ce sont des éléments qui marchent ensemble. Et c'est pour ça que je récuse cette histoire de stratégie de médias sociaux. Ça n'existe pas. Alors, tous ces éléments, d'ailleurs, cette question-là, in extenso, a été posé dans un livre qui a été publié, qu'on a écrit avec Hervé Cabla, qui est dans la salle, cofondateur avec moi de Mediaïcis, l'association française des entreprises qui utilisent les médias sociaux, et qui s'appelle « Les médias sociaux expliqués à mon boss ». Donc maintenant, si vous cherchiez comment lui expliquer... Non, mais je suis curieuse de savoir aussi peut-être l'avis de Christopher, qui a peut-être aussi, je sais pas, un avis différent. Ou comment t'expliquer? En fait, nous, notre site, il a un rôle d'encyclopédie. C'est-à-dire qu'il recense tous les textes que tu as pu voir un jour sur un packaging. Je te la fais très courte. Donc l'idée, c'est que forcément, pour un néophyte, c'est plus agréable d'avoir un fil Facebook qui annonce une info aujourd'hui et une autre dans 2 jours.
que de commencer, découvrir la marque par ce joyau fourre-tout un peu bordélique et volontaire. Donc oui, de toute façon, on a volonté de toujours savoir ce site parce qu'il y a un agencement et puis c'est une expérience. On essaie de se plonger dans ce site comme on se plongerait un peu dans la bananeraie. Voilà, donc il a toujours sa place dans notre prise de contact avec les gens qui nous suivent. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Yann. C'est-à-dire que tout doit procéder d'une stratégie globale. Et je pense que, par contre, les deux doivent être interpénétrés. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne Canon, on a un site qui est très corporate, qui est une espèce là aussi d'encyclopédie de nos produits, qui n'est pas duplicable sur les réseaux sociaux. Mais par contre, là, on réfléchit à intégrer l'Open Graph de Facebook sur nos pages produits pour pouvoir un peu refaire vivre le contenu et redonner accès et le reviraliser, par exemple, pour qu'on puisse dire j'ai tel appareil photo, j'aime, que ça apparaisse dans le flux d'informations des gens, que ça trouver des liens encore avec nos pages Facebook, Twitter, etc. Mais je pense que les deux doivent s'interpénétrer. Dernière question. Désolé, on va devoir passer à la suite. Qui a un micro ou qui avait levé la main? Allez, parce que depuis tout en haut, est-ce que vous pouvez, troisième rang, je suis désolé de montrer du doigt, troisième place en partant de la gauche. Est-ce que ça fait un quart d'heure qu'il essaie de poser sa question, je crois. Déjà pour débuter, Nicolas Rexel. Tout d'abord, j'aimerais bien un carré de chocolat. On va vous dire. Plus fort, ce micro doit pas bien marcher, donc parlez bien fort s'il vous plaît. Okay. Dans la question que j'avais, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup de online, j'aimerais avoir des exemples en fait, de comment vous avez amené les gens à devenir fans sur Facebook, à vous suivre sur Twitter. Parce que j'imagine que mettre un petit icône Facebook sur un bout de chocolat, c'est pas suffisant, enfin sur la boîte du bout de chocolat. Quelle stratégie vous avez mis en place pour tout ça en fait? Alors c'est ton exemple assez drôle parce qu'en fait c'est le dernier en date. On vient juste de comprendre que ce serait intéressant de mettre un logo Facebook sur notre pack. Donc comme quoi des fois on est assez rapide. Comment on l'a fait? C'est une bonne question. Alors on l'a fait effectivement à l'image de ce que racontait Stan tout à l'heure. Nous on a fait donc, notre feuille de bananier. C'est notre newsletter qui arrive tous les 2 mois. J'espère que vous êtes tous abonnés. Il y a moins de mains levées quand même. Hein. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On ne vous polluera pas parce que c'est une tous les 2 mois. Voilà, donc il y avait effectivement une logique de je connais Michel Augustin via un canal, je découvre qu'il y a une page Facebook. Mais si on est à 24 000 aujourd'hui, c'est qu'effectivement on n'a pas non plus des milliards de façons de dire aux gens de nous rejoindre. Donc il y a aussi pas mal de bouche à oreille. Il y a eu des petits jeux pour développer l'interactivité et pour donner envie de nous rejoindre. Et le premier qu'on avait fait, c'était quand on était à l'époque 900 ou 1000, il y a 2 ans, et on avait dit qu'Augustin irait livrer une vache à boire à Cécilia Sarkozy-Bruni si on a donné 3000 fans 3 semaines plus tard. Et on l'a fait. Donc comme quoi il faut aussi assumer ce qu'on a dit. Et pardon. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Cécilia. Oh là là. Oh, je suis rien, je suis désolé. Donc évidemment Carla, l'histoire est complètement tombée à l'eau et l'histoire drôle c'est qu'en fait les policiers visiblement n'étaient pas branchés sur Facebook puisqu'ils ont plaqué Augustin au sol pensant que c'était une bombe lacrymogène alors que c'était un yaourt à boire. Voilà. Donc non, c'est effectivement compliqué avec nos 15 € d'investissement de rameuter, mais on préfère à la limite le faire naturellement, comme ça on apprend en marchant, plutôt que de se rendre compte qu'on fait un jour une connerie et qu'il y a 10 millions de personnes qui disent unlike. Quoi. Voilà. Je vous propose de conclure sur cette intervention et notamment si j'avais su, j'aurais dit un truc plus intéressant. Non, tu as dit un truc très intéressant, c'est apprendre en marchant. Je pense que c'est quelque chose qui peut être gardé. Non, Yann, il veut conclure. Non. Non, je suis désolé, je dois tenir. Bon alors, lisez les médias sociaux, expliquez à mon boss. Voilà, et achetez du Canon, et buvez de l'Oasis, et mangez du Michel Augustin, ou buvez du Michel Augustin. Et on va distribuer. Je vais lancer. Merci à tous les 4, merci pour vos questions aussi. Merci.